Je suis née dans le 93 à Montreuil, dans une famille bretonne de parents qui travaillaient dans le service public et une mère professeure dans l'éducation nationale. Donc les études dans ma famille, c'était quelque chose de très important. Donc à force d'efforts et d'encouragements familiaux, j'ai fait un parcours scolaire dans des établissements prestigieux. J'ai été à Louis-le-Grand, j'ai fait mes classes préparatoires dans cet établissement et ensuite j'ai intégré l'ESSEC à 19 ans. Et pour poursuivre sur cette lancée, quand je suis arrivée à l'ESSEC, je suis allée dans la junior entreprise et j'étais devenue présidente d'Ingecom, une junior entreprise jumelée avec Supélec. Et quand on a fait ce genre de parcours, la voie royale, c'est la banque d'affaires. Donc je me suis retrouvée dans des salles de marché à Londres en 1993. Je ne rajeunis pas. Et néanmoins, je me suis retrouvée dans cette salle et l'atterrissage était assez difficile pour moi parce que j'étais habituée à faire un peu ce que je voulais, à mener ma barque dans ma junior entreprise. Et donc cet environnement fait de normes, de règles, de beaucoup de travail intense, a créé chez moi une forme un petit peu de rébellion. Je n'ai pas très bien vécu la hiérarchie et le respect de tous les gens avec lesquels je travaillais dans ce monde-là. Et donc, 18 mois après mon entrée dans la banque d'affaires, il s'est passé un événement décisif, existentiel, quasiment, en tous les cas salutaire, et quasiment le plus positif de ma vie professionnelle. J'ai été licenciée. Virée, mise à la porte, à l'américaine, avec un petit carton, vite dehors. Je ne suis jamais retournée après. Et là, je me suis posée pour la première fois de ma vie véritablement des questions. Pour la première fois, véritablement, je me suis dit, est-ce que je suis dans le bon endroit? Est-ce que j'ai fait les bonnes études? Est-ce que la banque d'affaires, c'est pour moi? Est-ce que la finance, c'est là où je veux travailler? Est-ce que ça va me rendre heureuse? Donc j'ai beaucoup déprimé, ça a été quand même un choc assez important. Je n'étais pas prédestinée à être licenciée, surtout aussi vite. Et du coup, j'ai rencontré plein de personnes différentes qui m'ont parlé de leur vie, de leur carrière. L'univers des possibles était très ouvert et j'ai pris la décision importante de retourner dans la banque d'affaires. J'y suis retournée, mais cette fois-ci complètement différemment. J'y suis retournée en me disant, je vais y rester 10 ans, je vais m'acheter ma liberté, je vais faire des économies, et puis après, je ferai ce que je veux, je ferai tout et n'importe quoi. Vraiment, ma vie sera très ouverte à partir de ce moment-là. Donc j'y ai passé les 8 ans qui restaient pour arriver à 10 ans. Je n'ai pas vraiment compté les années, mais il se trouve qu'à ce moment-là, une crise personnelle, familiale, professionnelle, tout est arrivé en même temps, m'est tombé dessus, et là, j'ai peut-être vécu, sans trop le savoir, une petite forme de dépression. Je suis allée me ressourcer en Thaïlande, méditer avec des moines bouddhistes, et j'en suis revenue zen. Je savais, à ce moment-là, avec toutes ces questions qui m'avaient agitée une nouvelle fois dans ma vie, que j'allais faire autre chose. Cette autre chose restait assez vague, mais il était fondamentalement différent de ce que j'avais pu faire avant. Alors, quelles sont les questions que je me suis posées au moment de ce changement de vie, changement de métier? Je savais que je voulais du changement. Je voulais plusieurs vies. Moi, le changement ne me fait pas peur. Il a plutôt tendance à m'exciter. Je n'ai aucune résistance au changement. Et j'ai un gros appétit pour le risque. Le risque à la fois, le risque de se mettre en risque, mais aussi le risque physique ne me fait pas non plus particulièrement peur. Je suis très curieuse des autres, ça me changeait un petit peu de mes collègues de la bande d'affaires. J'avais une envie d'aventure, d'aller un peu manger le monde. Et je me suis beaucoup penchée sur mon épanouissement personnel. J'ai regardé en moi, je n'ai pas regardé à l'extérieur. Je suis allée creuser pour aller chercher au fond de moi-même ce qui allait me rendre heureuse. Et je suis partie, ça c'est assez à la mode en ce moment, je suis partie à la quête du sens. Et ce sens, je me suis dit que j'allais peut-être le trouver dans un univers radicalement différent de la bande d'affaires américaine et française. J'ai fait les deux. Et je me suis dit, je suis très motivée pour partir en mission humanitaire. Mais c'est vraiment à 180 degrés de la bande d'affaires. Et pourtant, il y a des points communs. Alors la bande d'affaires, c'est l'argent, c'est le virtuel. C'est pour moi une forme de déshumanisation, au sens où les rapports humains ne sont pas au cœur du métier. C'est une déconnexion. On vit quand même dans une bulle de verre, dans un univers très protégé. Et en ce moment, ça a même tendance à basculer dans plus de spéculation que de l'économie réelle. L'humanitaire, c'est le risque physique, c'est la mise en danger des personnes. On se met en danger en partant en mission. C'est l'univers de l'émotionnel. On est à l'inverse de la bande d'affaires. On n'est pas dans du rationnel. On est dans l'engagement autour d'une cause. On est dans la contribution à la société. Et il y a une très forte culture des humanitaires.
auquel forcément, moi, j'étais un petit peu différente, un élément étranger à ce monde. Mais pourtant, ils ont des points communs où je pouvais tout de même apporter quelque chose, des méthodes de travail très professionnelles. L'humanitaire, ce n'est pas le métier romantique depuis longtemps, c'est maintenant très cadré, avec des gestions des ressources humaines ou financières. On parle d'impact et de retour sur investissement dans l'humanitaire. On va effectivement chercher, quand on investit 1 euro, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce que je vais effectivement faire avec cet argent. C'est multidisciplinaire. Dans la bande d'affaires, j'avais des clients qui étaient des sociétés de tous les univers. Et dans l'humanitaire, j'interagis avec des nutritionnistes, des infirmières, des hydrauliciens, des agronomes et des logisticiens et encore. Les deux ont une représentation sociale ambiguë, enfin surtout aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand je suis à la bande d'affaires, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins sexy. Néanmoins, la représentation sociale de l'humanitaire est aussi un peu complexe. C'est les héros du XXIe siècle, ceux qui vont changer le monde et sauver des vies. Et tous les deux ont des représentations sociales assez fausses. Et croyez-moi, dans les deux, il y a d'énormes enjeux de pouvoir. Ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence. Et me voilà partie au Soudan, au Darfour, en plein conflit de guerre civile, dont c'était un baptême du feu. Et j'ai vécu une mission humanitaire dans un pays où il y a la charia, où c'est un climat assez hostile. En tous les cas, moi, issu de France, j'ai eu du mal à m'y habituer. Et en matière d'aventure, de rencontre avec l'autre, si différent de moi, j'ai été très largement récompensée dans cette aventure. J'y ai passé 1 an. J'y étais confrontée à des réalités difficiles. Quand on lutte contre la faim, on rencontre des enfants qui souffrent de la faim et on se sent fondamentalement utile. Je me suis sentie, pour la première fois sans doute de ma vie, à ma place. J'étais pourtant dans un bureau qui faisait très certainement 5 mètres carrés, qui tombait complètement en ruine, et j'avais des collègues de travail qui ne ressemblaient pas du tout à ceux que j'avais pu rencontrer dans la bande d'affaires. Et cette vie m'a amenée à une réflexion très simple. Je pense que Maslow l'avait fait avant moi, mais ça a percolé et je me suis dit que j'avais sans doute cherché pendant longtemps le confort matériel et la reconnaissance sociale. Je suis allée chercher un bon salaire, je suis allée chercher un métier qui satisfaisait ma famille, qui satisfaisait mes amis, qui avait une bonne reconnaissance sociale. Je pouvais dire que j'étais vice-président JP Morgan, en laissant peut-être de côté cet épanouissement personnel. Qu'est-ce que je cherche pour moi? Qu'est-ce qui me rend heureuse, moi? Pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même, pour chercher finalement le bonheur. Et ce bonheur, dans la société française, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait le cas. Nous sommes 64e sur 65 pays les plus pessimistes du monde. Il y a un pays qui nous fait le plaisir d'être dernier, mais sinon quand même on est assez pessimiste. Il y a quelques années, on était même plus pessimiste que les Irakiens ou que les Afghans. Nous sommes un pays qui ne vote plus, qui ne croit pas en la démocratie, dans lequel on voit de plus en plus d'actes racistes, vous l'avez sans doute noté, et dans lequel les inégalités sociales augmentent moins que dans le monde, mais néanmoins à une vitesse importante. Et pour moi, cette France-là, ce n'est pas seulement la crise qui l'a créée, pour moi, c'est notre modèle de société qui peut-être est à repenser. Comment repenser un modèle de société qui est fondé sur une société de consommation, avec la croissance comme fondement? Dès qu'il n'y a plus de croissance, on est en panne, à peu près dans tous les niveaux. Une entreprise qui vise le profit, c'est dans sa nature, c'est dans son ADN de rechercher le profit. Une éducation qui vous donne les clés pour avoir un métier et gagner un salaire. Peut-être, on ne vous parle pas nécessairement tous les jours de votre épanouissement personnel et de votre envie. Une justice sociale qui est fondée sur une répartition des richesses matérielles et une fiscalité et une économie mondiale qui tournent autour de choses très importante, qui est un peu le Graal, c'est la richesse matérielle. Visiblement, plus on est riche, plus on est heureux. Il nous faut, je ne sais pas combien d'iPhone ou de voitures ou de maisons, mais la croissance, l'entreprise et tous ces éléments de société convergent fortement, peut-être pas uniquement, mais assez fortement vers un paradigme de richesse matérielle. Et moi, je souhaite vous proposer de révolutionner, non pas avec des idées, mais peut-être une seule idée. Pourquoi ne pas avoir une société qui tend vers le bonheur de tous et de chacun, de tous et de chacun. Il ne s'agit pas ici que la société vous rende heureux, non. Il faut que la société vous donne les moyens d'aller dans votre propre quête, votre quête de sens et votre quête de bonheur. Il ne s'agit pas non plus de dire que je vais être heureux et ça suffit, c'est le bonheur de tous et de chacun. Il y a le droit que la société peut vous donner d'accéder à votre bonheur, quel qu'il soit.
Pour certains, ce sera d'être riche. Pour d'autres, ce sera de rester dans une province, une région qu'il aime beaucoup. Mais le devoir qui va avec, c'est de contribuer aussi au bonheur des autres. Alors ça a l'air très simple, mais moi qui ai fait quand même une école de commerce, je vais vous parler un petit peu de comment ça se décline, parce que ce n'est pas juste une utopie irréaliste, ou peut-être que si, je ne sais pas. Ça voudrait dire remettre un petit peu en cause, ou en tout cas en débat, cette société de consommation qui nous pousse, par des techniques de marketing, à acheter. C'est peut-être fonder l'entreprise sur le modèle de l'entreprise sociale, solidaire et, j'ajouterais, environnementale. Peut-être que la seule entreprise qui vaille le coup pour fonder cette société où nous serions peut-être tous un petit peu plus heureux, ce serait cette entreprise-là. Il faudrait inventer un modèle de croissance faible. Après tout, pourquoi toujours faire croître les richesses? Nous sommes le 65e pays en termes de démographie et on est en train de se poser la question de savoir si on est le 5e ou 6e pays en richesse. Est-il vraiment nécessaire d'être le pays le plus riche? Moi, je souhaite aux Brésiliens, aux Indiens, aux Chinois, qui sont bien plus nombreux que nous, d'être aussi riches. L'économie mondiale pourrait être l'économie du partage. Les jeunes nous montrent le chemin, Internet en montre le chemin. Il y a aujourd'hui un principe où, au-delà d'un certain nombre de pièces, tout aurait un coût zéro. Donc cette économie du partage est déjà en marche. La justice sociale pourrait être fondée non pas sur l'égalité, mais sur l'équité. Je pense qu'il faudrait repenser ce concept. La fiscalité pourrait parler non pas de fiscaliser des revenus, mais une contribution sociale et solidaire. Et l'éducation, elle, revaloriserait le travail manuel ou créerait d'autres liens avec l'entreprise. Tout ça pour tendre vers le bonheur de tous et de chacun. Et je finirai en vous disant que vous allez peut-être me dire tout ça est impossible, trop difficile, impossible à réaliser. Et je vous dirais que quand je regarde ces femmes qui célèbrent un mariage dans le camp de déplacés d'Abou Chouk au Darfour en pleine guerre civile, oui, décidément, tout est possible. Merci.